ngiyi inzamba irasamirana. Rétrospective de l'actualité de la semaine. Merci d'être avec nous sur la radio Inzambe Agateka Kawe. Bienvenue dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité, les informations qui ont marqué cette semaine. À la présentation, vous serez avec Béni Axela Kana. Bienvenue à toutes et à tous. Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org. Bienvenue encore une fois dans ce journal des journaux. L'Office national des télécommunications ONATEL sur le bord du gouffre. Le personnel pense que les mesures qui ont été prises en 2009 par le gouvernement burundais et les responsables de l'ONATEL sont à l'origine de la faillite. C'est entre autres la libéralisation du capital de l'entreprise selon laquelle les particuliers devraient avoir des actions au sein de l'ONATEL. Un autre problème, les investisseurs n'ont jamais amené leurs actions comme il le fallait. Le point avec Georges Nimenya. Dans son document de contribution du personnel de l'ONATEL, ils indiquent que vers la fin de l'an 2009, le gouvernement du Burundi a pris une décision de libéralisation du capital de l'ONATEL. Cette libéralisation devrait permettre aux autres investisseurs d'injecter les actions dans le capital de cette entreprise. À cette même époque, le directeur général de l'ONATEL a ordonné la suspension de tous les investissements jusqu'à la fin d'une étude qu'il avait commanditée. Cette dernière devra déterminer la valeur de l'entreprise pour faciliter l'entrée des actions des entreprises. L'entrée des actions des particuliers n'a jamais eu lieu et jusqu'à ce jour, les investissements de l'ONATEL sont toujours suspendus. Le personnel de l'ONATEL indique que la régression de l'ONATEL a pris des parts sur cette double décision qui a mis l'entreprise dans une situation très difficile. En 2009, l'ONATEL avait un capital de 20 milliards. Il y a eu la décision de libéraliser l'entreprise, mais les investisseurs n'ont jamais amené leurs capitaux. Mais la suspension de tous les investissements a occasionné des pertes énormes et a amené l'entreprise au bord du gouffre. Toutes les décisions émanent du propriétaire de l'entreprise qui est l'État. L'entreprise n'achetait plus des matériaux nécessaires parce que l'investissement avait été suspendu. C'est en cette manière que l'entreprise est allée en régression. L'autre facteur ayant entraîné la faillite de l'entreprise étant l'octroi de marchés gré à gré, comme le souligne le même document. L'actionnariat dans différentes entreprises naissantes a également entraîné la régression de l'ONATEL. L'exemple que nous pouvons constater dans ce document est l'action qui s'évalue à $60,000 américains donnée par l'ONATEL à la société EABS, East African Backhaul System, une société qui n'a jamais vu le jour jusqu'à aujourd'hui. C'est de cette manière que l'ONATEL est tombé en faillite, jusqu'à ce que nous ayons aujourd'hui le chiffre d'affaires de 5 millions, avec une dette de plus de 17 milliards, dont 8 milliards sur les arriérés du salaire du personnel. Nous ne recevons plus le paiement mensuel depuis le début de l'année. Les paiements en dehors des salaires nets ne sont plus octroyés au personnel de l'ONATEL il y a de cela plus de 5 ans, c'est-à-dire les paiements des dettes contractées, les cotisations de la sécurité sociale, les cotisations dans différentes associations. Nous venons de passer plus de 5 ans sans avoir notre salaire au complet. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des solutions proposées par le personnel pour relever cette entreprise presque à l'agonie. Il est encore possible de redresser l'Office de télécommunications ONATEL. Pour y arriver, il faudra que l'État burundais prenne des mesures exceptionnelles pour nommer à la tête de l'entreprise des hommes dévoués, capables de travailler dans des moments exceptionnels. C'est du moins l'une des contributions de certains du personnel de l'ONATEL qui ne veulent pas que l'entreprise tombe en faillite. Ils demandent néanmoins que ce redressement tienne compte des intérêts du personnel. Et puis, une maladie qui attaque surtout les vaches a été détectée il y a quelques semaines dans les provinces du Nord avant d'attaquer d'autres provinces. Cette maladie connue sous le nom de fièvre du Rift Valley est aujourd'hui signalée surtout dans les provinces Muyinga, Ngozi, Kayanza, Kirundo, Chibitoke et bien d'autres. Les informations que nous avons disent que la maladie a déjà tué plus de 500 vaches. Chaque gouverneur, en concertation avec la direction provinciale de l'agriculture, arrête ses propres mesures. Il faut une décision du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage sur la prévention et la limitation de propagation de la maladie bovine, connue sous le nom de fièvre de la vallée du Rift.
L'appel est du réseau des citoyens probes, RCP, le réseau des citoyens probes. Le point avec Pierre Garongo. La récente décision date de ce 27 mai 2022. Elle est du gouverneur de Mngaro, le colonel Gaspard Gassanzwe. Elle ordonne la fermeture des marchés de vaches, de chèvres et de moutons afin de prévenir la maladie dans cette province. D'autres gouverneurs ont pris de telles mesures dans les provinces où la maladie a été détectée, jusqu'à interdire la commercialisation de la viande et l'enterrement des vaches mortes des suites de cette maladie. Pour le réseau des citoyens probes, le ministère de l'Élevage devrait prendre une mesure applicable dans tout le pays, comme le dit Javeni Wigila, vice-président du RCP. Ces décisions ne sont pas efficaces, étant donné qu'elles ne sont pas prises au niveau du ministère. Et c'est pourquoi nous demandons au ministère de prendre en main cette question pour arrêter la propagation de cette maladie en prenant des mesures nécessaires, surtout en commençant à vacciner les animaux et pour protéger ceux qui n'ont pas encore été attaqués par cette maladie. Et parce que si chaque gouverneur de province ou chaque directeur provincial prenne une mesure, cette mesure n'a pas une force comme si la mesure avait été prise par le niveau le plus élevé qui est le ministère. Pour l'instant, la maladie s'est déjà étendue dans les provinces de Kayanza, Ngozi, Kirundo au nord, Agiteka et Karusi au centre, et à l'ouest dans la province de Chibitoke et Bujumbura-Mairie. Selon un communiqué de presse sorti début de cette semaine, le ministère de l'Élevage a estimé qu'au moins 100 têtes de bovins ont été emportées par cette maladie. Serge Ngurunziza, directeur général de l'Élevage, a indiqué que le ministère est prêt à collaborer avec les techniciens qui sont sur terrain pour mener une surveillance conjointe de cette maladie. Le ministère ayant l'élevage dans ses attributions déconseille les habitants des provinces qui ont déjà enregistré des vaches infectées par la fièvre afteuse à consommer le lait et la viande de vache. Le ministre Deogide Rurema indique que des spécialistes en santé animale s'activent pour trouver le remède à cette maladie. Écoutez. Les cadres qui sont spécialisés dans ce domaine de la santé animale ont fait des prélèvements puissants sur ces animaux et on a trouvé qu'il y a une maladie qui s'appelle la fièvre de la vallée du Rift. La première des choses, c'est de prendre des mesures préventives. Vous savez qu'il est déconseillé de consommer des viandes des animaux malades ou des animaux morts. Ce n'est pas du tout conseillé de consommer que ce soit la viande ou que ce soit le lait. Mais pour la viande, c'est beaucoup plus pour prévenir la contamination rapide entre l'animal et l'homme. On va laisser le soin des spécialistes qui vont nous donner des informations, des précisions. Sinon, on risque de faire des spéculations ou avoir des informations qui ne sont pas prouvées scientifiques. Cette maladie n'a pas, je dirais, de médicaments. Nous traitons des signes et des symptômes. Mais ce qui est bien, c'est qu'il existe bel et bien un vaccin contre la fièvre de la vallée et du Rift. Deogide Rurema s'est exprimé sur les ondes de la radio nationale du Burundi. Inzamba. Et dans le domaine de la justice, les dossiers relatifs aux crimes commis au Burundi depuis 2015 pourraient de nouveau être traités d'ici peu. Révélation faite par les avocats des familles des victimes de ces crimes après leur entretien ce mardi avec le nouveau procureur de la Cour pénale internationale de La Haye en Hollande. Les victimes et leurs familles peuvent donc être rassurées. Les crimes dont elles ont été victimes ne resteront pas impunis, selon maître Alain Deteux, un des avocats des familles des victimes de la crise de 2015. On l'écoute. Après la crise sanitaire, nous avons pu rencontrer l'équipe du bureau du procureur et des enquêteurs à la CPI. C'était le moment de renouer le contact physique avec eux. L'arrivée d'un nouveau procureur a redéfini les critères d'exigence des preuves. Nous avons reçu la garantie que ce niveau serait rencontré et nous avons bon espoir que le dossier du Burundi aboutisse rapidement et que justice puisse être faite pour les victimes que nous représentons. Et 7 ans après l'assassinat de l'ancien président du parti UPD Zigamibanga, Zedi Feruzi, et un de ses gardes du corps, aucune lumière n'a été faite par les autorités burundaises sur cet assassinat. C'est le constat du président de ce parti qui ne doute pas qu'il s'agit d'un crime odieux commis par les agents de l'État.
Jovino Mugwengezo demande une enquête indépendante sur cet assassinat et la traduction en justice des auteurs de ce crime. Sinon, ce parti se dit prêt à porter cette affaire devant d'autres juridictions internationales. Jovino Mugwengezo. C'est une question que nous avons entamée dès le lendemain de l'assassinat de Zed Ferouzi, président de l'UPD Zigamuanga. Depuis lors, ce dossier n'a pas eu de suivi, ce dossier a été presque classé dans les oubliettes, parce qu'effectivement, et tous les indicateurs montraient que l'État burundais, le pouvoir CNDD-FDD de Nkurunziza est derrière cet assassinat, est responsable de cet assassinat. Parce que parmi les indicateurs, il y a notamment que Zedi a été assassiné au lendemain de la réunification du parti IPD-Zigamuanga. Et quand nous nous sommes réunifiés, le pouvoir CNDD-FDD n'a pas vu ça d'un bon œil. Et Zedi lui-même me disait, vraiment, je suis d'accord que nous puissions nous réunifier, et je crains que de la part du pouvoir, il puisse y avoir une violence contre moi. Il me l'a dit, moi. Deuxième élément, deuxième indice, c'est la participation de Zedi Ferouzi dans les manifestations. Tout le monde se souviendra du discours du propos de Zedi Ferouzi à Moussaga, où il disait « Nous devons tout mettre en œuvre pour nous assurer que nous déboulonnons ce système qui fait des ravages à travers tout le pays, et c'est maintenant ou jamais. » Ce sont autant d'indices qui nous poussent à croire, sans risque de nous tromper, que l'assassinat de Zed Ferouzi est l'œuvre du pouvoir CNDD-FDD, alors incarné par Nkurunziza. Alors, bien que ce dossier ait été classé sans suite, nous n'entendons pas nous en arrêter là. Nous allons continuer à poursuivre cette affaire-là, à revendiquer que la justice burundaise travaille sur ce dossier-là, jusqu'à ce que les coupables soient démasqués. Ce dossier est un dossier fondamentalement politique. Tout porte à croire que ce n'est pas demain la veille que le CNDD-FDD ou le pouvoir va s'activer pour investiguer là-dessus. Mais nous sommes engagés, outre la démarche que nous faisons à l'endroit de Burundi, nous sommes en train de préparer un dossier pour que nous puissions, en tant que famille politique de Zedi, porter plainte en bonne et due forme auprès des institutions internationales des droits de l'homme. Voilà, c'est par là que nous mettons un point final à cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Passez une excellente soirée chez vous. Au revoir. Nzambi irasamirana. Rétrospective de l'actualité de la semaine.